Bonjour, je suis aujourd'hui avec Richard Arnoldi. Richard est enseignant à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Il est botaniste et il a développé une expertise dans l'ethnobotanique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est l'ethnobotanique? À quoi ça sert? Et pourquoi on est tous les deux aussi intéressés dans ce sujet? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Richard. Bonjour Christophe. Je te remercie d'être passé ici pour cette discussion. C'est avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Alors, on va commencer par parler un petit peu de toi, si tu veux bien, Richard. Donc aujourd'hui, tu te passionnes de botanique, d'ethnobotanique aussi. Tu enseignes différentes choses à l'école des plantes médicinales de Lyon, la botanique, l'écologie et maintenant donc ce nouveau cours, l'ethnobotanique. Tu as un parcours qui me semble quand même assez atypique. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine, d'avoir des parcours qui sont assez atypiques. C'est vrai, on a un petit peu zigzagué avant d'en arriver aux plantes médicinales. Oui, enfin, tout le monde a cherché un peu sa voie. Ouais. Alors toi, tu as démarré dans l'économie et la finance. Tu as travaillé pour des banques. Ensuite, tu as étudié la science et la biologie. Tu as travaillé pour un laboratoire pharmaceutique. Oui, en fait, c'était de la pharmacovigilance. Oui, pharmacovigilance. Et puis, donc, après, tu t'es dirigé vers les plantes médicinales. Comment tu as fait cette reconversion? Est-ce que les plantes médicinales, c'est un amour qui date de très loin? Oui. Enfin, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis fils de paysan de montagne d'origine italienne. Ouais. Donc j'ai grandi baigné dans l'utilisation des plantes médicinales, culinaires, les histoires qui tournaient autour des propriétés des plantes, de leurs symboles, des contes. Et du coup, ça représentait un peu le quotidien de mon enfance. Donc même si j'ai grandi en ville, je suis un citadin concrètement, mais tous les week-ends, on allait cueillir des plantes. Tous les week-ends, on allait faire des cueillettes. Toutes mes vacances, je les passais à la montagne avec les grands-parents, où je baignais dans cet univers. Donc, on devait dire que je suis parti de cette façon-là, mais après la vie fait que on prend d'autres routes. Alors j'ai effectivement travaillé pendant des années dans la finance, donc mon quotidien c'était les actions, c'était Wall Street, c'était acheter et vendre. Mm-hmm. Et jusqu'à mes 30 ans, à 30 ans, j'ai eu l'appel de la forêt. Oui. Ou peut-être plutôt la crise de la trentaine. Ouais. Et j'ai ressenti le besoin de revenir à des valeurs qui me correspondaient davantage. Alors j'ai recommencé des études, j'ai commencé à me former d'abord en m'inscrivant en faculté de biologie, ensuite en m'orientant davantage vers la botanique, l'ethnobotanique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer une idée autour de l'ethnobotanique, Oui. Où j'ai fait notamment une classification des enquêtes ethnobotaniques alpines. Et voilà, je m'orientais tranquillement dans cette voie. Mais je te le donne en mille. On m'a fait gentiment comprendre que l'ethnobotanique, ça n'intéressait personne, que ce n'était pas une science. Qui a dit ça? Qui c'est qui t'a découragé? Disons que c'était une période où l'intérêt pour les plantes médicinales n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, ouais. Et on voyait plus l'aspect lié à la botanique plutôt que l'aspect un peu remède de grand-mère qui était rattaché à l'utilisation des plantes. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai continué la recherche. Alors cette fois, en faculté de médecine, donc en travaillant sur le cytosquelette, donc rien à voir avec les plantes, et ensuite en pharmacovigilance. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette envie de pouvoir revenir aux plantes à un certain moment. Et c'est en fait en travers de l'école lyonnaise de plantes médicinales que je suis revenu aux plantes par ce biais, donc à travers de l'herboristerie et puis ensuite l'enseignement de la botanique et progressivement
la mise en place d'un module d'ethnobotanique. Ouais, c'est vraiment, je trouve ça génial. Tu as connu ça dans ton enfance. Tu t'es séparé de ce sujet qui te tenait à cœur, mais que tu réalisais probablement pas à l'époque. Pour y revenir un petit peu plus tard, ça me rappelle un peu mon histoire. Mais pour revenir à la tienne, il me semble que c'est une enfance assez géniale que tu as eue. Est-ce que tu as des souvenirs de sorties avec la famille, peut-être à ramasser certaines plantes culinaires ou pour faire des préparations? Oui, alors c'était chaque week-end, c'était typiquement, c'est les choses dont je me rappelle le plus souvent, ce sont les salades de printemps, où c'était, ça commençait par les pissenlits, pour l'ail des ours, les silènes, les kénopodes. En fait, à chaque sortie était prétexte pour ramener quelque chose. Chaque fois, c'était lié à un usage. Souvent, très souvent, le plus souvent probablement alimentaire, plus que médicinal. Et je veux savoir, tes parents, tes grands-parents, ils l'avaient obtenu de leurs parents et leurs grands-parents? Enfin, Oui, c'était comme... oui, de bouche à oreille, Ouais. de façon tout à fait normale et naturelle, comme si, effectivement, tout le monde finalement était au courant de ces Voilà. usages. Le quotidien de nos sociétés jusqu'à il n'y a pas si longtemps. D'une époque, on va peut-être en reparler du pourquoi on a cassé ce lien à un moment de notre histoire. Euh, donc, on va parler d'ethnobotanique aujourd'hui. J'aimerais qu'on définisse quelques termes d'une manière simple. Ethnologie, botanique, ethnobotanique. Comment est-ce que tu nous définirais ces termes? Alors ça, effectivement, on a toujours la volonté de tout classer, tout définir, tout bien mettre dans des tiroirs. Donc, c'est pas toujours facile et il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de suggestions. Pour ma part, je suis pour faire des définitions les plus simples possibles et les plus larges possibles. Donc, l'ethnologie, c'est une science humaine qui étudie, collecte et cherche à comprendre les savoirs culturels et des groupes humains. Donc, qui tourne effectivement autour des savoirs humains. D'accord. La botanique, c'est l'étude la science qui étudie les végétaux. Et l'ethnobotanique, c'est mettre les deux ensemble. Donc, c'est l'étude des relations entre les hommes et les plantes. Donc, ça peut être très vaste. Donc, quand on offre un bouquet de fleurs, c'est de l'ethnobotanique. Parce que finalement, autour d'un bouquet de fleurs, ça a une signification, ça a un message. Je pense que c'est un rituel, c'est une habitude. Si on offre un bouquet de roses rouges, ça n'a pas la même signification qu'un bouquet de chrysanthèmes. Oui. Et ça, c'est lié à des habitudes et des faits culturels, et non pas à une propriété de la plante en elle-même. Voilà, une propriété qui est devenue presque la caractéristique qui décrit la plante médicinale aujourd'hui, c'est-à-dire que le millepertuis c'est devenu de l'hypericine et de l'hyperforine, alors que d'un point de vue ethnobotanique, on redécouvre le millepertuis comme il était inscrit dans nos coutumes, nos habitudes. Donc c'était une des plantes de la Saint-Jean. À la Saint-Jean, il y avait des coutumes. C'est à ce moment-là qu'on ramassait le millepertuis, qu'on le transformait peut-être. Tout ça a été intégré dans toute une culture. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on retient souvent la plante comme un support de principes actifs. Mais il faut penser qu'effectivement, avant, ça s'inscrivait dans le quotidien des gens, souvent reliés à des fêtes religieuses, à des périodes de l'année, à des périodes liées à la moisson, ou plutôt au semis. Et par exemple, les plantes de la Saint-Jean, ça représentait les plantes qui étaient ramassées à la période de la Saint-Jean, qui était la période dans laquelle on fêtait le jour le plus long, la fête du soleil, et traditionnellement, selon les différentes coutumes, on avait l'habitude d'aller ramasser des plantes de la Saint-Jean la nuit précédente, qu'on mettait à macérer dans l'eau pendant la nuit, pour ensuite, le matin,
soit boire cette eau, soit se laver le visage ou se laver les parties douloureuses, ce qui permettait de soigner, guérir et se purifier. Donc, on a dénombré de nombreuses plantes de la Saint-Jean. Dans les enquêtes ethnobotaniques, il y en a probablement une centaine de plantes qui ressortent comme plantes de la Saint-Jean. Finalement, c'est toutes les plantes qu'on pouvait trouver autour de chez soi à cette période. Ouais. Je trouve ça assez fabuleux de revenir à ces choses simples, à ces gestes simples, de réapprendre à trouver la plante dans la nature, à la cueillir avec respect, dans une grande éthique, bien sûr, de la ressource naturelle pour que les générations suivantes puissent en profiter, et puis de l'inclure dans cette série de rituels qui fait qu'au final, le pouvoir de la plante qui guérit, en fait, n'est-ce pas en partie dû à tout ce qu'il y a autour de la plante elle-même aussi, de toute cette tradition. Alors, certains appelleront ça effet placebo, certains appelleront ça une certaine énergétique. Quel qu'il soit, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un effet de soin qui soit dû à justement ce grand tout autour de la plante? Certainement. Aujourd'hui, on a retenu l'aspect scientifiquement démontrable en parlant de façon négative de l'effet placebo. Mais finalement, le processus de soin, et qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, va aller au-delà de simplement la consommation d'une plante pour ses principes actifs, mais s'inscrivait dans une démarche qui demandait d'aller sur le terrain, de ramasser la plante à un certain moment, en suivant certains rituels, souvent accompagnés de prières. Et c'est cette démarche qui probablement aidait le processus de guérison et permettait finalement à la personne de retrouver un équilibre, parce que souvent on considérait que la personne qui avait une maladie avait une situation de déséquilibre, et la plante permettait d'accompagner la personne dans ce processus de rééquilibrage. À ta connaissance, dans les observations ethnobotaniques qui ont été faites dans différents pays, est-ce qu'on retrouve toujours cette notion qu'on retrouve beaucoup chez les peuples premiers de ramasser la plante en conscience, de remercier la nature de ce qu'elle nous offre? Est-ce qu'on trouve est-ce que c'est une base commune basée sur ce que tu as vu? Oui. Ben, en fait, ce qui était dans la conception qu'on a un petit peu oubliée, c'est que l'homme et les plantes font partie du même écosystème, et que demander de l'aide à une plante s'accompagne en fait du remerciement, du respect, et que souvent le fait d'avoir un déséquilibre, le fait de s'éloigner de la réalité faisait sortir la personne de sa communauté et la faisait sortir du monde naturel. Et finalement, l'aide de la plante, c'était de pouvoir réintégrer ce monde naturel, de pouvoir réintégrer la communauté, et finalement, du coup, de remercier la plante pour cette démarche. En fait, la plante, c'est vraiment dans l'esprit de la définition de Pierre Liu-Tagui, de la plante compagne, qui nous a accompagnés pendant des centaines de milliers d'années dans notre coévolution, avec qui on a partagé le même environnement et qui du coup nous permet de résoudre souvent les mêmes contraintes du milieu. Ouais. Tu sais, je pensais à quelque chose, c'est intéressant, cette notion de gratitude, parce que aujourd'hui, quand on regarde certaines études, même la science nous démontre qu'avoir une attitude de gratitude nous aide à améliorer certains sentiments toxiques, négatifs, comme l'anxiété ou la dépression. Donc là, on voit un effet physiologique de la gratitude qui, combiné à l'effet de la plante médicinale et combiné au pouvoir du rituel, et de cette sensation de se sentir comme partie du grand tout, fait probablement partie du pouvoir de guérison de nos chers végétaux. Ça, c'est
quelque chose qui se retrouve depuis très très longtemps. D'ailleurs, vu qu'on parle d'historique, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant, c'est le fait que si on remonte très très loin dans l'histoire de l'humain sur cette planète, on voit que certains groupes qui étaient complètement coupés les uns des autres sont arrivés à découvrir les mêmes plantes, en ont déduit les mêmes propriétés, les mêmes indications, alors qu'il n'y avait aucun moyen de communication. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça ? C'est une excellente question. C'est la question à $1 million ou 1 million d'euros. Alors là, je vais séparer en deux parties. La réponse scientifique acceptée aujourd'hui, c'est que ces connaissances nous viennent d'une part de l'observation des animaux, donc d'avoir observé le comportement des animaux, et c'est effectivement le cas. Certains animaux consomment des plantes pour se soigner. Donc, je prends par exemple le cas de la vernonie, donc qui est une plante, une astéracée africaine. On a observé que les chimpanzés mâchent les feuilles de cette plante pour se guérir des parasites intestinaux, et on retrouve dans la médecine traditionnelle de nombreux pays d'Afrique, on retrouve l'usage de ces feuilles pour les propriétés vermifuges et anti-infectieuses. Donc effectivement, il y a une observation et la transposition dans la médecine traditionnelle. Pareil sur d'autres continents, le chat en Amérique du Nord, qui était utilisé par de nombreuses tribus amérindiennes, qui est appelée bear root, donc la racine ours, oui. Parce qu'ils avaient observé que les ours consommaient cette plante et se frottaient avec cette plante, et du coup ça a été intégré dans la médecine traditionnelle comme plante fortifiante, répulsive, antimigraineuse, etc. Donc il y a effectivement ce passage qui existe, mais on voit bien que c'est quand même relativement anecdotique sur quelques exemples. Ce qui est souvent retenu comme la raison principale, c'est une approche empirique. Donc une approche empirique, ça consiste finalement à tester des plantes, soit pour les manger, soit pour se soigner, soit par curiosité, et que finalement, au hasard, les personnes auraient découvert des propriétés des plantes en les testant sur le terrain. Donc, c'est tout à fait possible pour certaines plantes. Effectivement, une plante toxique, il suffit de la tester une fois et on s'est bien rendu compte de ces problèmes de toxicité. Une plante laxative drastique, je pense qu'on risque pas de l'oublier de sitôt après l'avoir utilisée. Mais on voit bien que c'est limité à certaines pathologies bien précises, et on imagine très mal que partout dans le monde, une personne malade aurait commencé à tester les plantes les unes après les autres pour voir laquelle allait la guérir de sa pathologie. Parce que déjà, il faut tomber sur la bonne plante, ramasser les bonnes parties, l'utiliser avec la bonne forme d'extraction, sur la bonne durée, et même avec ça, on n'a aucune certitude que la plante va fonctionner dans le 100% des cas. Et tout ça, se serait fait partout dans le monde pour toutes les pathologies. On voit que statistiquement, ça ne tient pas la route, et qu'il y a certainement d'autres façons d'avoir acquis ce savoir. Alors là, évidemment, il n'y a aucune preuve tangible, scientifique et physique de ça, mais il est très probable que à une certaine époque, l'être humain vivait davantage en contact avec la nature, davantage à proximité, et certainement avait une sensibilité différente, une capacité différente de communiquer, et que c'est probablement à travers ces formes de communication différentes qu'il a pu accéder à des informations sur des propriétés de la plante. Des propriétés qui ne sont pas forcément liées strictement à un principe actif, qui peuvent être liées à son potentiel énergétique. Bien sûr, donc basé sur une grande sensibilité qu'on aurait perdue aujourd'hui.
de ce lien avec le végétal et cette intuition de savoir des données qui nous permettent après d'expérimenter avec tous les risques que ça peut comporter, comme tu nous as expliqué. D'accord, donc ça, ce sont les 3 hypothèses de l'acquisition du savoir. Et puis, par la suite, tout ceci s'est passé dans les cultures de bouche à oreille, bien sûr, avec au travers de chaque génération, des sophistications, des détails en plus qui se rajoutaient, de l'expérience en plus, qui fait que très rapidement se sont formés ce qu'on pourrait appeler des pharmacopées, des listes de plantes médicinales que chaque peuple savait utiliser. Tout à fait. Donc traditionnellement, la transmission des savoirs s'est faite oralement. Au fur et à mesure, et beaucoup plus récemment, certaines parties ont été transcrites. Donc en général, ça donnait naissance à une médecine savante qui était accessible uniquement à certaines personnes, à une élite qui pouvait fabriquer des remèdes basés sur cette médecine savante, et une médecine populaire qui, elle, était à la portée de tout le monde et qui était en général transmise de génération en génération, soit au sein de la famille, soit au sein de la communauté, mais toujours liée à des rituels, toujours liés à un savoir-faire, toujours liés à des connaissances, toujours liés à des périodes de récolte, etc. Que l'ethnobotanique, justement, se veut de capturer. C'est l'objectif de l'ethnobotanique. L'objectif de l'ethnobotanique, c'est vraiment de capturer les relations entre les hommes et les plantes. D'accord. Donc vraiment, qu'il s'agisse de relations d'utilisation pure et dure, voire de connaissances liées à l'histoire, à la géographie, à la culture, à la religion, oui, qui expliquent ces différentes interactions finalement entre des êtres vivants. D'accord. Donc le savoir se passe de génération en génération jusqu'à ce qu'on ait cette cassure qui s'est passée après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, disons dans les années 1900. Parle-nous un petit peu de cette cassure. Qu'est-ce qui est arrivé tout à coup ? Alors, ce qui s'est passé en général, c'est qu'on a eu dans les pays industrialisés, on a eu une phase d'exode rural, on a eu une phase d'industrialisation qui a fait fuir les gens des campagnes pour rejoindre les villes, et qui s'est accompagné de perte des savoirs. Il faut dire qu'en fait, pendant cette phase, ces savoirs ont souvent été dénigrés comme justement des savoirs naïfs, archaïques, qui s'opposaient à des savoirs modernes, récents, basés sur la science, et qui étaient validés justement par des autorités scientifiques. Et donc souvent, on retrouve ça dans les enquêtes où les personnes, souvent d'un certain âge, ont honte de leur savoir, n'osent pas les exprimer, de peur d'être ridicules, parce qu'on les a stigmatisés pendant des années comme des savoirs liés à des périodes où on n'avait pas de science, où on n'avait pas de médecine, pas de pharmacie, on était pauvre, et du coup, finalement, on avait des remèdes qui ne marchaient pas. Voilà un peu la stigmatisation. Et justement, on en parlera tout à l'heure, l'utilité d'avoir un projet d'ethnobotanique pour retourner, rétablir en contact vers ces personnes qui n'osent pas en parler, justement pour les remettre en confiance et récupérer ces informations précieuses, en fait. Mais j'ai quelques questions pour toi dans quelques minutes. Si on remonte dans l'histoire de l'ethnobotanique, j'ai l'impression qu'il y a eu une période de l'histoire, on va dire des années 1600, 1700, où à première vue on pourrait appeler ça de l'ethnobotanique, mais c'est plutôt un grand pillage des ressources des colonies, avec une attitude de tourner en dérision les peuples entre guillemets primitifs. C'est à quel moment qu'on a commencé à faire de la vraie ethnobotanie ? Oui. Alors c'est vrai que, on a de tout temps, on a observé l'utilisation des plantes par les peuples. Mais pendant très longtemps, ça en est resté à une utilisation purement utilitaire, purement matérialiste et commerciale. Et on a eu une véritable explosion, un véritable changement
avec les grands voyages, les grandes découvertes, qui ont permis en fait d'aller à la rencontre d'autres peuples et finalement de se rendre compte que le monde était beaucoup plus vaste que ce que la plupart des gens imaginaient, qu'il ne s'arrêtait pas au bout de son jardin ou au coin de son village, mais qu'il y avait dans le monde entier d'autres peuples, d'autres plantes, d'autres façons de se soigner, d'autres façons de voir le monde. Et ça, effectivement, ça a été le point de départ de nombreuses campagnes, de nombreuses recherches, mais qui avaient toujours une vocation commerciale, dont l'objectif était de retrouver des plantes alimentaires qui pouvaient nous servir. On connaît toutes les plantes qui ont été ramenées, toutes les plantes alimentaires qui ont été ramenées du Nouveau Monde, des pommes de terre aux tomates, oui, c'est ça. Oui. Mais aussi des plantes médicinales. On connaît l'histoire de la quinine qui a été ramenée d'Amazonie comme remède contre le paludisme, une plante qui était utilisée traditionnellement par des peuples en Amazonie pour des fièvres, non pas pour le paludisme que nous leur avons amené, et du coup qui nous a servi pour soigner le paludisme pendant plus de 300 ans, et dont on a extrait finalement la quinine et pour passer à des médicaments de synthèse. Donc ça a été l'image pendant plusieurs siècles, et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour arriver à de l'ethnobotanique. Alors la première notion d'ethnobotanique, c'est Rochebrune qui a fait des études sur les plantes retrouvées dans des tombes en Amérique du Sud, et qui a utilisé le terme de ethnographie au lieu d'utiliser le terme d'archéologie. Alors ça paraît un détail comme ça, oui, mais ça, finalement, en parlant d'ethnographie, ça inclut la dimension humaine, et que dans ces recherches, il fallait considérer la relation avec les hommes. Donc le premier à avoir utilisé le mot de ethnobotanique, c'est Archberger en 1895. Mais sa conception de l'ethnobotanique était encore bien différente de comment on l'imagine aujourd'hui. Alors, j'ai la citation de sa définition de l'ethnobotanique, ça vaut le détour. Vas-y. Alors, il nous dit il est de la première importance d'étudier attentivement ces ethnies primitives et de répertorier les plantes dont elles ont trouvé l'utilité pour leur vie économique, avec l'idée que des propriétés valables pour leur vie sauvage pourraient très bien remplir des fonctions non assurées dans la nôtre. Donc on voit en fait que la notion d'ethnobotanique, c'est une notion commerciale, utilitaire, de usage par des peuples primitifs. Et ça, en fait, c'est ce qui a duré pendant des décennies, en gros jusqu'aux années 30. Et là, c'est aux États-Unis qu'on a eu les premières vraies enquêtes ethnobotaniques qui ont tourné autour de l'Université du Michigan, avec de nombreux chercheurs qui ont commencé à aller sur le terrain et aller à la rencontre des peuples amérindiens pour non pas uniquement voir l'utilisation des plantes, mais aussi leur culture, leur tradition, et du coup les remettre dans un contexte global. Mais on reste quand même sur une approche en fait de peuples dits primitifs. Il faudra attendre encore les années 60 pour arriver à la figure de Richard Evans Schultes, qui en fait va positionner les choses différemment en disant que finalement les peuples ne sont pas du tout inférieurs, mais qu'au contraire, sur de nombreux aspects, nous sont bien supérieurs. Et de là, effectivement, on part sur une ethnobotanique moderne où on fait de la recherche d'égal à égal, respectueuse, où ce sont des études de cultures différentes et de visions différentes sans aucun critère qualitatif. Et préjugé. D'accord. Alors moi, il y a une personne qui a beaucoup influencé l'ethnobotanique dans ma région, en particulier dans les Alpes de Haute-Provence. C'est Pierre Liotagui. Et d'ailleurs, j'ai un de ses ouvrages ici qui s'appelle « L'herbe qui renouvelle ».
Il a écrit plusieurs ouvrages, mais celui-ci, c'est l'un de ses ouvrages phares. Alors, ça ne se lit pas comme un livre sur les plantes médicinales et leur utilisation. Enfin, si, il y a une partie qui contient ces informations-là, mais il y a aussi des tables et des questionnaires et des petites vues statistiques de ce que les gens ont dit pour telle et telle plante, des classements. Donc, voilà, c'est un livre un petit peu à part. Et Pierre Liotagui nous a dit déjà dans les années 80 qu'il fallait qu'on agisse vite parce qu'on avait un savoir qui est en train de se perdre et qui disparaîtra peut-être à jamais. Lui, il avait déjà interviewé des gens qui avaient un certain âge, autour des 70-80 ans. Donc aujourd'hui, on se retrouve 40 ans plus tard. Quel est ton constat? Est-ce que Pierre Liotagui avait dit vrai? Est-ce qu'on a déjà perdu énormément de savoir? Est-ce qu'il est encore temps qu'on se réveille? Oui, alors c'est vrai, effectivement, on a perdu des savoirs. Les personnes sont disparues en fait qu'avec leur savoir. Alors il faut relativiser les choses. La perte de savoir, de la même façon que le gain de savoir, se fait de façon dynamique pendant l'histoire. On perd et on gagne des savoirs au fur et à mesure du temps. Donc certainement, on a perdu quelques savoirs, mais c'est pas forcément ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui parce que on peut quand même retrouver un certain nombre de ces savoirs, soit auprès de personnes âgées, soit même si des savoirs de seconde main au travers de leurs enfants ou petits-enfants qui en ont entendu parler, même au travers d'écrits, de manuscrits. Donc on peut retrouver un certain nombre de ces savoirs. Par contre, ce qu'on perd, c'est le pourquoi, c'est la relation derrière ces savoirs. C'est pourquoi les personnes l'utilisaient, quelle était leur façon de récolter une plante, quelle était leur motivation, de quelle manière, quel était finalement l'intérêt derrière une plante au-delà de ces principes actifs. Et ce qui est important parce que ce savoir avait été développé sur des générations à des générations, il avait été affiné, optimisé, et tout à coup, on le perd. Tout à fait. Ça nous ramène en fait à l'effet placebo dont on parlait tout à l'heure, qui va au-delà de simplement les principes actifs présents dans la plante, mais qui s'accompagne de toute une démarche de l'individu, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de la plante, d'aller faire sa connaissance, la découvrir, ce qui va probablement déjà déclencher un processus d'auto-guérison, un processus de une volonté d'amélioration chez la personne. Et aujourd'hui, on récupère beaucoup de savoirs, mais on observe un lissage de ces savoirs, où on voit apparaître dans de nombreuses formations, dans de nombreux livres, finalement, toujours la même information qui est véhiculée et qui est répercutée sur les propriétés d'une plante, sans que personne ne sache vraiment le pourquoi à la base. Parce qu'il n'y a plus aussi ce grand processus de pratique et d'expérimentation qui se déroule aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est du ressasser, c'est du remâcher, c'est du réchauffer au micro-ondes et c'est à moitié tiède, c'est pathétique. Et d'ailleurs, tu en parles souvent dans tes vidéos. Effectivement, on peut acheter des plantes, on peut effectivement faire l'acquisition de certaines plantes, mais dans la mesure du possible, il est toujours plus intéressant d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de ces plantes et de faire soi-même la démarche de préparation. Ça permet de s'approprier, dans le bon sens du terme, de la plante et de finalement retrouver les liens qui nous unissent depuis des siècles. Tout à fait. Et les choses n'ont pas besoin d'être noir et blanc. On peut tout à fait acheter des plantes de bonne qualité, faire une petite sortie, découvrir le plantain, apprendre comment l'utiliser. Et puis 2 mois plus tard, on a des besoins parce que peut-être on a une problématique d'infection respiratoire et on va acheter des choses parce qu'on on va pas pouvoir aller se les procurer en nature. Voilà, je dis ça pour nos auditeurs. On n'est pas en train de prêcher des modèles qui sont très caricaturaux. On est en train de dire il faut juste entamer ce processus de reconnexion aujourd'hui à la nature, de ce rituel de voir, de reconnaître, de toucher, d'observer au travers des différents stades de la plante. Quelque chose qu'on retrouve
énormément aussi, je pense, dans différentes régions, dans certains peuples. C'est cette attitude de gratitude envers la plante. Est-ce que, basé sur tes recherches, toi, tu vois que c'est un composant commun dans tous ces peuples, dans l'histoire de la plante? Tout à fait. On voit en fait dans la plupart des traditions qu'il ne s'agissait pas de piller la plante, il ne s'agissait pas de se procurer la plante, il s'agissait finalement de demander de l'aide à la plante pour rétablir un déséquilibre, pour pouvoir être réintégré dans une communauté, pour être réintégré dans un écosystème, dans le monde du vivant, finalement, dont nous faisons partie. Et ça s'accompagnait effectivement de gratitude, de remerciements, de prières, d'offrandes, systématiquement. Et qu'on y croit ou pas, au minimum, ça nous inculque quelque chose de primordial, c'est de respecter Absolument. la nature et notre environnement. Et rien que ça, aujourd'hui, c'est énorme et c'est nécessaire. Donc j'espère que ça va être un réveil pour la population. Richard, je crois savoir que tu as toi-même fait un projet d'ethnobotanique qui s'est déroulé en Italie. Oui. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce projet. En quoi consiste-t-il ? Donc, il s'agit d'un projet d'enquête ethnobotanique dans une vallée alpine dont l'objectif était de retrouver des savoirs populaires un peu oubliés et de les faire revivre et de les revaloriser. Donc, c'est un projet qui a eu lieu il y a 2 ans et dont en fait les résultats sont disponibles à ce jour. Pourquoi tu as choisi cet endroit ? Alors, c'est l'endroit d'où ma famille est originaire. Donc, c'est un endroit dont je connais effectivement assez bien la culture, le patois, donc, dont l'accès est relativement facile et qui correspond à mon histoire. D'accord. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce projet ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ? Des belles découvertes ? Oui, beaucoup de choses. En fait, on découvre des usages inhabituels des plantes, certaines plantes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, qui étaient utilisées au quotidien, et des liens qu'on peut faire, ou en tout cas des hypothèses que l'on peut faire. Donc, une que je trouve particulièrement intéressante, c'est l'utilisation de l'orpin. Donc le genre Sedum, donc Sedum album ou Sedum dasiphyllum, qui était... là, en fait, la vallée, historiquement, était séparée en 2 parties. Une partie qui dépendait du duché de Milan, une partie qui dépendait de la République de Venise. Et du coup, même si la vallée est très petite, on avait 2 contextes culturels, historiques relativement différents à quelques kilomètres de distance. Et dans la moitié de la vallée, on retrouve l'usage de cet orpin pour préparer, en fait, avec de la graisse de porc, de préparer un onguent que l'on utilisait contre les hématomes, oui. Et qui portait d'ailleurs le nom de onguent contre les hématomes. Et on ne retrouve cet usage nulle part ailleurs. Et je suis tombé sur une enquête ethnobotanique en Espagne, où le même usage est décrit. Et quand on regarde les données historiques, en fait, pendant une bonne partie de l'histoire, le duché de Milan a été sous le contrôle de la couronne d'Espagne, qui envoyait des apothicaires et des fonctionnaires dans la région. Oui. Donc peut-être que la transmission de ce savoir ethnobotanique espagnol est peut-être passée dans cette région par ce biais. Ce sont des hypothèses, bien sûr. Oui, excellent. Et donc, ce sédum, alors on a des sédums dans différentes régions, ce sont des succulentes, donc avec des feuilles très épaisses, très humides, qui contiennent comme un gel. Donc, on écrasait ces feuilles dans un pilon, c'est ça ? On mélangeait ça avec de la graisse animale ? Oui. Et voilà, pour en faire en fait, un onguent. C'est tout, qui était utilisé sur les hématomes. D'accord. Tu as pu essayer ou pas encore ? Je ne l'ai pas essayé encore. D'accord. C'est à tester bientôt alors.
Est-ce qu'il faut être chercheur ou scientifique pour réaliser un projet d'ethnobotanique? Non, bien sûr que non. Tout le monde peut faire une enquête ethnobotanique, tout le monde peut faire des recherches ethnobotaniques. Par contre, il s'agit de définir qu'est-ce que l'on entend exactement par ethnobotanique. Donc on a une ethnobotanique qui est plutôt académique, qui elle est destinée à faire des publications de type scientifique qui seront étudiées dans un contexte académique et qui nécessitent d'avoir des bases scientifiques, d'avoir une institution sur laquelle se reposer pour faire les enquêtes. Donc là, c'est effectivement un peu plus complexe. Mais il y a une autre ethnobotanique, on parle plutôt d'une ethnobotanique appliquée, qui consiste à faire des enquêtes autour de soi et qui, ça, effectivement, est à la portée de chacun. Ensuite, il s'agit d'acquérir une certaine méthode pour pouvoir le faire. C'est ce qui va être finalement la différence entre recueillir des anecdotes, où on va noter sur une feuille les informations, mais pour le faire de façon structurée, pour pouvoir en tirer des résultats exploitables et que l'on puisse valoriser, il faudra faire l'étude d'une façon particulière, avec une certaine méthodologie et une certaine rigueur, pour ne pas perdre non plus beaucoup de temps et beaucoup d'informations. D'accord. Donc, il ne faut pas être chercheur, il faut avoir certaines compétences. Donc, première compétence de la botanique, un minimum de botanique, arriver à reconnaître les plantes qui vont être passées en revue dans le projet d'ethnobotanique. Oui, tout à fait. Donc, alors, tout dépend du projet, bien entendu, mais il est clair qu'il faut savoir de quoi on parle, donc être capable de reconnaître les plantes, de savoir de quelle plante il s'agit et pouvoir idéalement, avec la personne sur le terrain, pouvoir observer la plante sans ambiguïté. Voilà, parce que la personne peut te dire qu'elle ramassait une plante qui avait telle forme et telle couleur, et il va falloir que tu sois en capacité de valider si on parle véritablement d'arnica ou d'autres choses. Absolument, tu parles de l'arnica, c'est un très bon exemple. L'arnica, Arnica montana, une astéracée qui est probablement une des plantes les plus utilisées sur les massifs alpins ou des Vosges, qui a fait ses preuves pour les coups, les bleus, les ecchymoses. Et on la retrouve dans quasiment toutes les enquêtes ethnobotaniques comme une plante majeure ramassée par les populations. Sauf que quand on regarde où pousse l'arnica pousse sur des terrains siliceux ou très pauvres en calcaire, ce qui veut dire que dans la moitié des Alpes, il n'y a pas d'arnica. Alors, que ramassent les personnes? Quand on va voir de plus près, du coup, il va s'agir de doronique, il va s'agir d'antilide, il va s'agir de senson. Donc, il ne s'agira pas du tout d'arnica, mais on l'appelle arnica. Les personnes l'appellent arnica, et c'est ça qui est considéré comme de l'arnica. Et ce qui est intéressant et curieux, et ça nous ramène à notre effet placebo, ou en tout cas l'effet qui va bien au-delà des principes actifs, c'est que les résultats sont tout aussi bons avec ces plantes, alors qu'elles ne contiennent absolument pas les mêmes principes actifs que l'arnica. Et chez nous, d'ailleurs, Pierre Liotagui l'a bien documenté, ce qu'on appelle arnica, c'est une inule. Et moi, il y a quelque chose qui me frustre énormément, c'est le fait que lorsque tu as quelqu'un avec toi dans un groupe, dans une sortie botanique, lorsque tu as quelqu'un avec toi qui connaît bien les plantes d'une manière un petit peu livresque, on va dire, aux scientifiques, certaines personnes vont dire « Ah oui, mais non, ça c'est une inule, et donc ça ne peut pas fonctionner comme l'arnica. C'est faux, ce n'est pas de l'arnica. » Alors que la personne n'a absolument aucune idée de l'efficacité de cette plante, mais elle a tout de suite bondi sur le fait qu'il y avait eu une erreur de commise, et donc ça ne peut pas fonctionner. Alors que les peuples ont utilisé chez moi l'inule
pendant des générations et des générations, et je leur fais confiance pour avoir établi la bonne utilisation, parce qu'il ne faut pas prendre nos ancêtres pour des imbéciles, ils n'avaient pas de temps à perdre, comme nous aujourd'hui on perd dans des discussions sans fin. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de personnes qui... Oui, c'est effectivement quelque chose qui est courant d'utiliser des formes de comparaison ou des méthodes d'analyse qui en fait ne correspondent pas et de dire qu'une plante ne peut pas avoir telle propriété parce qu'elle n'a pas tel principe actif. Et ça nous ramène finalement à ne voir chez une plante qu'un support de principe actif et que finalement ses propriétés ne s'expliquent que par sa chimie, alors que on a probablement d'autres façons d'analyser les choses et que, comme tu dis, si les personnes l'ont utilisé pendant très longtemps avec de bons résultats, il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Laissons parler l'expérience, sachant en plus que d'un point de vue chimique, on connaît encore très peu de choses sur les plantes, on connaît uniquement ce qu'on a analysé, sachant qu'il y a une longue liste de constituants qu'on n'a même pas encore trouvés et découverts, ce qui laisse la place quand même à pas mal de surprises dans le futur. Est-ce que tu pourrais nous donner les différentes étapes d'un projet typique ethnobotanique? Est-ce qu'il y a une phase planification? Est-ce qu'il y a une phase de terrain? Est-ce qu'il y a une phase de... comment ça se passe? Alors, ça dépend évidemment du projet. Les projets peuvent être très différents, donc on peut avoir des étapes différentes. Mais dans les grandes lignes, pour un projet typique, on va avoir 4 grandes étapes. La première étape, ça sera une étape de planification en amont, qui est probablement l'étape la plus importante à laquelle on ne pense pas suffisamment. On est pressé de passer à la phase d'enquête et de récolte de données en oubliant la phase en amont, qui est d'essayer de connaître et de comprendre le plus possible la langue, la région, la culture, la bibliographie, savoir ce qui a déjà été fait, de trouver des points de contact, les personnes qui vont pouvoir servir de ressources pour pouvoir lancer l'enquête à proprement parler. La deuxième étape, ça va être évidemment donc la partie enquête, donc ça va être d'aller sur le terrain à la rencontre des personnes. Donc là, il s'agira d'avoir le maximum d'échanges, de pouvoir discuter à 360 degrés avec ces personnes, donc d'essayer de récolter le maximum d'informations en sachant que ce n'est pas si facile que ça et que souvent les personnes ont tendance à ne pas vouloir s'ouvrir tout de suite parce que on leur a pendant des années dit que leur savoir était ridicule, qu'ils n'avaient pas de connaissances, qu'ils n'avaient pas fait d'études. D'ailleurs, souvent, c'est un peu la première réaction quand on pose des questions à des personnes d'un certain âge, c'est de dire « mais moi, je ne connais rien. Toi, tu as fait des études. Toi, tu sais. » Donc, voilà la position dans laquelle ces personnes se trouvent. Donc, il va falloir prendre du temps pour les mettre en confiance, pour discuter, peut-être passer des heures à parler d'autres choses. Et après, tout à coup, entre deux, une pépite lâchée comme ça par hasard sur un usage. Mais c'est clair qu'il ne faut pas penser aller sur le terrain avec un questionnaire à demander oui ou non aux personnes. Il faut lier des liens, il faut des capacités humaines, l'art d'interviewer des gens aussi, qui n'est pas donné à tout le monde non plus, d'écouter beaucoup. Mais comment est-ce que je trouve ces gens-là? C'est ça la question que je me pose, quoi. Alors effectivement, ce n'est pas forcément facile. C'est pour ça qu'en général, le plus aisé, c'est de faire une enquête ethnobotanique dans un endroit que l'on connaît déjà, soit parce que c'est là où on habite, ou parce que c'est notre lieu de villégiature, ou parce que on connaît très bien la culture. Ça va nous donner en fait la possibilité de rentrer plus facilement en contact avec certaines personnes, notamment des personnes souvent d'un certain âge ou que l'on reconnaît, qui sont reconnues comme détentrices d'un savoir et qui vont nous permettre déjà de servir de
super informateurs en apportant beaucoup d'informations, mais qui vont aussi nous permettre d'ouvrir des portes pour rencontrer d'autres personnes par la suite. Après, il y a aussi d'autres possibilités. Ça peut aussi être d'aller à la rencontre d'associations locales, d'aller voir s'il y a un parc régional. Beaucoup de possibilités existent, toujours avec humilité, Oui. toujours en fait avec l'intention d'aller à la rencontre des personnes, de chercher un échange, de chercher à les connaître. Donc, au fur et à mesure, tu documentes ce savoir, ce que les gens te disent. Donc, ça, c'est la phase collecte d'informations. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la phase collecte. Ensuite, on a la phase de compilation et analyse de ces résultats. Donc, c'est une phase qui n'est pas si longue. C'est probablement si le travail en amont a été bien fait, donc la partie méthodologique a été faite correctement en pensant à la suite. En général, ça peut aller assez vite. D'où l'importance de faire les choses de façon structurée pour éviter d'avoir des centaines de pages de notes qui demanderont un travail de compilation énorme. Pas besoin de faire des tableaux de statistiques, de comptage. Enfin, je vois que Liotagui a fait un travail assez sérieux, bien sûr, mais pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là non plus. Ça dépend du type d'enquête que l'on veut faire. Si effectivement, on parlait avant d'une enquête de type plus scientifique, là, effectivement, on va plus miser sur la partie quantitative pour permettre de faire des statistiques autour de ces chiffres. D'accord. Mais ça dépend effectivement du type de publication ou du type de retour que l'on veut faire. Parce que la quatrième phase, c'est la partie de restitution. Donc, de restituer ces savoirs, de les valoriser et de faire un retour aux populations. L'objectif étant que ces savoirs ethnobotaniques ne soient pas perdus, qu'ils ne finissent pas au fond d'un tiroir d'une bibliothèque, mais qu'ils soient disponibles à un maximum de personnes et in primis aux personnes qui ont bien voulu partager ce savoir et donc aussi revenir vers elles avec des projets qui peuvent être tout à fait variés en fonction des intérêts ou des sensibilités de chacun. Ça peut être de produire un livret, ça peut être de faire une exposition, ça peut être organiser des sorties ethnobotaniques, un jardin. Toi, par exemple, dans le projet que tu as réalisé en Italie, comment est-ce que tu as déjà des idées de comment tu vas restituer ce savoir ? Oui, alors du coup, il y aura une publication qui va être faite sur demande de la commune pour justement faire connaître ces savoirs oubliés et d'organiser des sorties ethnobotaniques pour les touristes qui viendraient visiter la commune et également finalement pour les personnes un peu plus jeunes qui ne connaissent pas elles-mêmes les usages de leur région. Et j'aimerais lancer un message positif ici, c'est que j'entends beaucoup aujourd'hui l'envie des personnes jeunes ou moins jeunes de recommencer à passer un savoir aux générations futures. Et là encore, on revient à la période d'après-guerre où il y a eu un arrêt brutal de la passation de ce savoir. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il y a une forte envie de léguer quelque chose, de laisser quelque chose pour que ça ne s'efface plus. Donc, je pense que j'ai bon espoir que ça ne soit plus perdu à partir de maintenant. Oui, tout à fait. C'est un fait. On observe ces dernières années une envie de transmettre, une envie de retrouver, une envie de récupérer ces savoirs. Ce qui est important, c'est de les récupérer dans leur globalité et non pas uniquement l'aspect à la mode, mais que finalement, c'est des savoirs qui s'inscrivent dans une histoire complexe, dans une histoire qui fait intervenir différents aspects. Et c'est justement le but de l'ethnobotanique de trouver ces relations. Je vois tout à fait de quoi tu parles.
J'aimerais maintenant qu'on parle de ton projet à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et je voudrais mentionner au passage que l'école ne m'a absolument pas demandé de parler de ce programme. L'école ne me paye pas pour parler de ce programme. Je vous en parle parce que j'estime que c'est très important aujourd'hui d'acquérir ce type de savoir. Donc tu as créé un nouveau programme à l'école lyonnaise. Comment est né ce programme ? Alors c'est un programme, en fait, c'est un programme que j'ai à cœur depuis au moins une quinzaine d'années. Donc à l'époque, effectivement, j'avais commencé à développer un projet d'ethnobotanique et qui s'inscrit dans la raison d'être de l'école lyonnaise de plantes médicinales, telle qu'elle a été fondée par Patrice de Bonneval. Donc de mettre ensemble les hommes et les plantes. Donc, contrairement à certaines formations qui visent uniquement à une utilisation pratique des plantes, l'idée c'est effectivement de mettre ensemble les deux. Et du coup, l'ethnobotanique s'inscrit vraiment dans ce mouvement de développer les relations entre les êtres vivants, tous, quels qu'ils soient. Donc c'est toi qui as proposé l'idée à l'école ? Oui. Donc, qui a été bien reçue ? Donc oui, elle a été très bien reçue parce que justement, elle s'inscrit dans cet esprit de l'école. D'accord. Et on étudie pendant à peu près une année, certains week-ends. Parle-nous un petit peu du programme. Comment s'organise l'étude ? Alors l'étude dure 1 an. Ouais. Donc il y a 2 parties. Donc une partie qui va être faite par l'élève à distance, donc qui va être une étude bibliographique, qui va être une enquête sur le terrain, et qui sera ponctuée de 5 week-ends dans lesquels on va se retrouver pour apprendre les méthodes, donner les outils pour cette enquête, faire des ateliers pour résoudre les problèmes, échanger entre les élèves pour que ce soit mutuellement instructif et développer ainsi étape par étape avec un accompagnement. En même temps, pendant cette période, il y a une plateforme informatique qui est dédiée, donc dans laquelle je suis en contact permanent avec les élèves et où les élèves peuvent également échanger entre eux pour développer leurs projets, demander de l'aide, juste échanger. Est-ce que tu as eu ton mot à dire dans quel projet serait sélectionné ? Donc tu as eu des gens qui ont été intéressés, qui ont postulé. Oui. Comment tu as sélectionné ? Est-ce qu'il y avait une étape de sélection ? Oui, alors je tiens à préciser que tous les projets que j'ai reçus étaient tous très intéressants. Il y a une phase de sélection qui est nécessaire, surtout par rapport au temps imparti. L'objectif étant de faire une formation sur 1 an pour aboutir à un résultat concret au bout d'une année. C'est très rapide. Oui, c'est extrêmement rapide, ça passe vraiment très vite. Et du coup, il y a certaines conditions qui sont d'avoir, par exemple, des notions de botanique, d'avoir une faisabilité du projet, donc pour pouvoir arriver à quelque chose de concret assez rapidement. Donc, toutes les personnes ont dû envoyer une description de leur projet et j'ai eu un entretien avec elles avant pour valider et dans lequel on a discuté du projet pour éventuellement le modifier un peu ou l'orienter pour avoir des résultats tangibles au bout d'une année, en sachant que d'autres aspects du projet vont pouvoir être développés par la suite si la personne le désire de son côté. Et je sais que je t'ai torturé avant cette interview pour que tu partages avec nous des exemples de projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, mais tu as été très ferme. Il est un petit peu prématuré de parler de détails, mais on a hâte vraiment de voir ce qui va ressortir de ces différents projets qui seront exposés. On pourra les consulter, j'espère. Oui, tout à fait. Donc il y a en ce moment 12 projets en cours. Il y a déjà de très bons résultats. Donc l'objectif, donc ils seront tous visibles à la fin. Donc ils vont pouvoir évidemment être consultés à l'école. Ils seront visibles localement selon le type de production
dans les lieux d'enquête et ils seront présentés au cours de la première journée d'ethnobotanique qui aura lieu en septembre 2021. À quel endroit cette journée aura lieu? Donc à Lyon, oui. Dans les locaux du lycée horticole à Dardilly. D'accord. Est-ce que tu sais si cette journée sera ouverte au grand public? Alors, l'objectif étant que ce soit disponible, ouvert au maximum de personnes. Ensuite, c'est d'un point de vue organisationnel, oui. La façon dont ça va pouvoir être mis en place, mais je te donnerai des informations. D'accord, dès que tu les as, dans quelques temps. Je les posterai dans la transcription de cette interview dès que tu me les donnes. Si je fais un projet, si je démarre un projet d'ethnobotanique, outre mon envie de découvrir, de partager, de faire circuler un savoir qui se perd, est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour moi, peut-être pour ma carrière, pour mon futur, de faire un tel projet d'ethnobotanique? L'intérêt principal étant évidemment la volonté de valoriser des savoirs et de ne pas les perdre. D'un point de vue personnel, c'est clair que ça peut tout à fait s'inscrire dans un objectif professionnel à long terme dans lequel on voudrait développer un réseau local, on voudrait davantage s'intégrer dans la vie locale, organiser des sorties ethnobotaniques, un jardin, faire partie d'une association. Donc la quantité de possibilités est presque infinie, d'où la volonté d'avoir un premier résultat concret assez rapidement, quitte à développer d'autres volets par la suite. Oui, d'accord. Donc pour donner un exemple, imaginons que j'aille m'installer dans une certaine région que je ne connais pas et j'ai l'intention d'organiser des ateliers peut-être ou des sorties nature, de partager ce savoir. Une des premières étapes pourrait être d'organiser un projet d'ethnobotanique pour vraiment recenser tout ce savoir-là qui me ferait une bonne base de connaissances pour après bâtir une activité. Exactement, c'est un très bon exemple. Donc, une façon de s'intégrer à une culture locale, d'apprendre la culture de l'endroit où l'on s'installe et finalement de le valoriser après peut-être par des sorties et pour permettre justement à ces savoirs de perdurer. D'accord. J'ai une dernière question pour conclure. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous devenir à notre façon des ethnobotanistes amateurs qui pourraient faire l'effort justement de regarder tout autour de nous, voir quelle poche de savoir il reste sur les plantes médicinales et commencer de récupérer ce savoir, de le capturer et d'en faire un jour quelque chose? Est-ce que c'est pas ouvert est-ce que c'est pas à la portée de tous? Oui, alors tout à fait. Enfin, moi, je vous encourage dans cette démarche de curiosité, déjà d'aller voir autour de chez vous si vous avez dans une librairie locale, aller chercher des publications sur des savoirs traditionnels de votre région, et après d'aller à la rencontre des personnes autour de chez vous avec respect, humilité et curiosité, et récolter ces savoirs. La difficulté va être le passage de l'anecdote à l'enquête ethnobotanique, où si cette enquête n'est pas faite avec une certaine méthodologie, eh ben, au bout d'un moment, on va se retrouver avec de nombreuses pages d'anecdotes, des petites histoires dont on aura de la peine à pouvoir les valoriser et en faire quelque chose de structuré. D'accord, merci. En tout cas, on a assez attendu et je pense que c'est vraiment le moment de passer à l'action. Écoute, Richard, je voudrais te dire un grand merci d'avoir passé cet agréable moment avec nous. On a hâte de voir tous les projets qui vont sortir de ce premier groupe. J'espère que tu nous tiendras informés. Dès que j'ai des informations, je le posterai dans le descriptif de ce podcast. Et un grand merci à toi. Je te remercie beaucoup. C'était un très bon moment. Et je te tiens au courant de la suite des opérations. Ça marche. À bientôt alors. Merci Christophe. À bientôt.